ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois Thomas Benayoun de Training Therapy. Merci de me recevoir Aurélien, c'est avec grand honneur que je viens ici pour discuter avec toi. Franchement, merci de venir, c'est cool de t'avoir. On a déjà reçu Simon. Training Therapy, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un espace de vulgarisation des savoirs en entraînement, en sciences du sport et de la kiné. Ça concerne tout autant les kinés que les préparateurs physiques, que les athlètes. L'idée, c'est de partager un maximum, ça rejoint énormément la philosophie d'ABD. Exactement. C'est vraiment donner du contenu facile à faire aux coachs, aux kinés et aux patients, aux athlètes pour qu'ils puissent trouver quelques clés s'ils ont certains soucis, certaines pathologies pour aider au mieux les gens sur les réseaux, on va dire. Parfait, ça nous va, on est là pour ça. Thomas, kiné / préparateur physique, / athlète aussi. Un petit peu. On s'entraîne, parce que comme toi, on pense que un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur, un kiné c'est pareil, si on ne s'entraîne pas c'est quand même difficile de transposer ce qu'on fait et ce que peuvent ressentir les athlètes, les patients sur des exercices, donc il faut quand même savoir bien bouger avant de vouloir prendre en charge quelqu'un qui lui sait potentiellement bien bouger. Ça me va, notamment quand on en vient à protéger, guérir ou réathlétiser une épaule. C'est particulièrement pertinent de savoir exactement ce qu'on implique quand on va demander à un athlète de faire tel ou tel exercice. Donc c'est ta spécialité, toi, l'épaule. Je fais effectivement beaucoup d'épaules. Au cabinet et dans nos coachings, on se partage un petit peu le travail entre membre inférieur et membre supérieur. L'épaule, c'est une articulation qui est très touchée, tu dois bien le voir toi avec certains de tes athlètes. C'est aujourd'hui une articulation qui est en train de limite dépasser les autres en termes de blessures parce qu'on l'utilise moins dans la vie de tous les jours et on vient beaucoup la solliciter avec l'entraînement. Et du coup, cette variation de charge au niveau des tissus, l'épaule n'apprécie pas trop parce que c'est une articulation qui est un petit peu complexe d'un point de vue biomécanique. Donc forcément, ça amène à plusieurs pathologies qui sont un petit peu difficiles à trier quand on n'a pas le bagage nécessaire. Ça peut être le sujet aujourd'hui parce que c'est quand même assez compliqué d'expliquer ça de manière réductrice en une vingtaine de minutes. Mais il y a beaucoup de pathologies au niveau de l'épaule et on en retrouve tout autant chez les gens lambda qui ne font pas forcément de sport que chez les sportifs de très haut niveau. Donc c'est quand même une articulation qui est importante à prendre en charge et à bien connaître, à bien maîtriser pour pouvoir améliorer au mieux la réathlétisation de nos athlètes. Les plus jeunes coachs ou inexpérimentés parmi les gens qui nous écoutent ont tendance à réduire l'épaule au deltoïde, la partie, Exactement. La partie apparente. Évidemment, comme le rappelle Thomas, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est devant, derrière, sur les côtés, au-dessus, en dessous. L'épaule, c'est pas moins la coiffe des rotateurs que les pectoraux, que le grand dorsal, que... C'est ça, en fait, on a voulu faire quelque chose de très réducteur ces dernières années au niveau de l'épaule, en pensant qu'au niveau gléno-huméral, donc humérus sur scapula. Mais l'épaule, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la clavicule qui rentre en jeu, il y a le rachis thoracique qui vient rentrer en jeu parce que la scapula est quand même posée sur les côtes, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Et cette position scapulaire, elle est quand même primordiale dans tous les exercices qu'on fait. Donc en fait, l'épaule, c'est vraiment quelque chose d'assez global. Et comme tu aimes le dire, une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Et ça rentre complètement en jeu. Quand on prend en charge une épaule, il faut que tout ce qui tourne autour de la mobilité et de la capacité à bouger correctement son bras, ce soit optimisé au mieux. Et pour ça, faut qu'on prenne en charge beaucoup de choses. Il n'y a pas que la gléno-humérale à prendre en charge. Il faut évidemment qu'on aille voir le rachis thoracique, comme j'ai pu le dire. Et aussi la scapula qui est vraiment primordiale aujourd'hui dans la prise en charge d'une épaule. Ouais, si on fait des généralités, même si c'est jamais bon de le faire, mais on n'a que 20 minutes, c'est vrai que souvent on va adresser la stabilité gléno-humérale. Dans le meilleur des cas, les gens vont avoir ce réflexe-là. Ce qui est déjà pas mal. On va voir comment on peut l'adresser de manière peut-être un petit peu plus riche, un petit peu plus fine. Exactement. Un petit peu plus complète et complexe, justement. Et par contre, ce que presque personne ne fait, c'est adresser, à l'inverse, la mobilité des autres champs de l'épaule dont on a parlé. Je pense évidemment à l'acromio et
à la scapula, à l'omoplate, qui sont souvent complètement verrouillés, qui ne bougent pas. C'est totalement le cas. Moi, j'aime bien prendre l'image de l'otarie avec le ballon quand je parle de l'épaule. Tu fais assez bien l'otarie d'ailleurs. C'est vrai, tu trouves? Ouais. Je pourrais vous montrer après. En gros, l'otarie, c'est la scapula et le ballon, c'est l'humérus. Si notre otarie, elle est complètement bloquée, je la tiens avec une corde, au moindre coup de vent, mon ballon, il va se barrer. Et si mon otarie, je la mets sur du savon, elle va avoir du mal à stabiliser mon ballon. Donc en fait, il faut qu'il y ait un mix entre stabilité et mobilité au niveau de la scapula. Donc il faut être capable de contrôler complètement sa scapula. Et quand je parle de contrôler sa scapula, c'est pas juste resserrer les omoplates. L'omoplate, elle a besoin, enfin la scapula, on va parler un petit peu des deux, c'est la même chose, de faire plein de mouvements différents, de la sonnette latérale, de la sonnette médiale, du tilt antérieur, du tilt postérieur. C'est vraiment un os qui est très 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 mobile parce que justement posé sur le grille costal et qui est capable de faire beaucoup de mouvements. Multiplan, multichamp. Exactement. Et en fait, on a besoin vraiment d'avoir un contrôle optimal pour qu'on puisse placer l'omoplate dans une position optimale pour certains mouvements. On n'a pas besoin de la placer toujours adductée, enfin les omoplates resserrées sur tous les mouvements, c'est pas forcément le but. Il y a des mouvements où on va avoir besoin qu'elles soient protractées un petit peu vers l'avant. Si je prends par exemple la fin d'un snatch, d'un arraché pour les haltérophiles, il faut effectivement que notre omoplate soit en sonnette latérale, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit élevée pour que mon trapèze supérieur soit activé, que j'ai un shrug optimal pour stabiliser ma barre vers le haut. Si je baisse mes scapulas en fin de snatch, ça va pas être très très intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui es quand même pro haltéro. Donc en fait, il faut que cette scapula soit mobile dans tous les sens et qu'elle soit bien contrôlée. Une fois qu'on contrôle bien notre scapula, on va pouvoir aller charger un petit peu la coiffe des rotateurs, mais normalement, on ne commence pas le travail de coiffe des rotateurs tant que le contrôle scapulaire n'est pas optimal, parce que ça peut mettre beaucoup de tension sur les petits muscles de la coiffe des rotateurs, donc subscapulaire, supraépineux, infraépineux, petit rond, qui est le grand oublié de la coiffe bien souvent, parce que c'est des muscles qui sont un petit peu spéciaux au niveau du corps humain, car un petit peu mal innervés, un petit peu mal vascularisés, et du coup ils n'ont pas des capacités d'encaissement d'une charge de travail très importante. Donc il faut faire attention quand on les bosse, il faut être super progressif, il faut toujours être progressif quand on fait du renforcement, tu es le premier à le dire évidemment, mais encore plus sur les muscles de la coiffe, donc on les bosse une fois que le contrôle scapulaire est bon. Hyper intéressant. Je te coupe, excuse-moi, parce que je passe pas mal de temps, moi, dans des gyms ou en formation face à des jeunes collègues. Il y a vraiment plusieurs niveaux d'éveil là-dessus. Le niveau d'éveil le plus faible, c'est les gens qui pensent que pour corriger une posture comme ça, il faut renforcer des tirages. Donc ça, c'est le niveau le plus bas. Il faut développer des tirages et donc, super, ils développent les biceps et peut-être, s'ils ont de la chance, le grand dorsal. Et dans tous les cas, en aucun cas, ils vont réadresser les muscles de l'épaule. Donc ça, c'est le niveau le plus faible. Le niveau un petit peu plus avancé, ça va être d'avoir pris conscience qu'effectivement, il faut travailler la coiffe des rotateurs, et donc ils vont le faire directement, sans préalable. Quelque part, c'est mieux que rien, mais pas mal déjà. Effectivement, on va les voir faire différents mouvements de rotation, à l'élastique, à la poulie, peu importe, au TRX éventuellement. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas au préalable travaillé cette reprise de contrôle moteur, qui peut être animée parfois par de la stabilité, parfois / de la force, parfois par de la mobilité. Dans tous les cas, à la fin, il faut que ce soit reconnecté par un mouvement sain et multiplan, multi-axe de la scapula. Et du coup, comme tu le dis, il passe à côté de ça. Et donc il y a le niveau 3, celui qu'on essaye de débloquer. Là, c'est vraiment important que vous ayez conscience de ça. Parce que la scapula doit d'abord bouger et être en contrôle avant d'être renforcée par les muscles qui l'habillent. Le vrai problème, souvent, c'est que les situations d'entraînement vont bloquer la scapula. Alors, évidemment, Thomas, il est éveillé à l'entraînement fonctionnel, avec une pratique personnelle, haltéro, etc. Donc, il prend tout de suite un super exemple. Maintenant, on peut prendre des mauvais exemples aussi. On peut dire que ce qui peuple plus les méthodes d'entraînement aujourd'hui, c'est plus du développé couché ou des mouvements allongés sur les omoplates. Certains mouvements sont très très bons. Je rebondis directement là-dessus pour tous les kinés qui peuvent nous écouter. Le développé couché, c'est un très bon mouvement. C'est pas un mouvement à proscrire du tout. Pas ce qu'on dit. Quand il est intégré dans une prépa correcte, voilà. Évidemment. Quand il est coaché de manière correcte également, Exactement. quand on sait pourquoi on le fait et comment on le fait. Mais il y en a d'autres, des superbes mouvements qui bloquent la scapula. Je peux vous donner le hip thrust, je peux vous donner le Turkish get-up, qui par ailleurs soigne l'épaule. On en reparlera tout à l'heure plutôt au niveau du recentrage de la tête humérale et justement de la stabilité de la glaine humérale. Ça, ok. Mais n'empêche que,
sur toute la première phase du mouvement, il va ancrer dans le sol par une charge distale verticalisée et un levier qui est le bras qui est quand même particulièrement puissant, l'omoplate dans le sol. Bref, ça adresse une partie du problème, mais pas l'autre. Donc il va falloir à un moment donné redonner de la mobilité à cette scapula, je te rejoins complètement. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Évidemment, ouais, c'est super important. Souvent, ce qui bloque, en réalité, on pense que c'est souvent l'adduction qui est bloquée. Ce n'est pas vraiment le cas. Ce qui est souvent bloqué, c'est plutôt la sonnette latérale, le fait de pouvoir pousser l'omoplate vers l'avant et vers le haut, parce que souvent, le grand dorsal est très très raide. C'est un muscle qui est énorme, qui est très puissant. On adore le bosser, faire des tractions, etc. Mais il est souvent raide, donc on peut facilement réduire ces tensions. Et on les tire quasiment jamais. On les tire quasiment jamais parce qu'au final, quand on les tire, à proprement parler, c'est pas très très efficace. Sur le coup, on gagne un petit peu, mais c'est pas super efficace. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller travailler les tissus mous, comme tu l'expliques très bien dans tous tes webinaires sur la mobilité, avec une balle de massage, avec un stick, ce que vous voulez. Et ensuite, un truc qui permet de bien gagner en mobilité et d'améliorer la capacité du tissu à vraiment aller s'étirer de manière active, c'est de travailler en excentrique. Et on peut travailler sur des chin-ups, donc des tractions en supination vraiment lentes pour aller étirer en renforçant le grand dorsal et lui redonner la capacité à pousser l'omoplate vers le haut, ou du moins à la laisser partir vers le haut. Donc c'est quand même l'autoriser à y aller. Exactement. C'est quand même assez intéressant de faire ça. C'est beaucoup plus ludique que juste venir s'étirer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'étirer, loin de là. Mais est-ce que ça se retransmet dans la pratique sportive après ? Pas forcément. Donc on a des moyens un peu plus efficaces et efficients, on perd un peu moins de temps pour gagner cette mobilité scapulaire, évidemment. Génial. Je complète un tout petit peu sur l'étirement, effectivement. Choper le grand dorsal en étirement de manière efficace, fonctionnelle. Jusque-là, c'était presque impossible en fait, dans des mouvements classiques. C'était très difficile. Les gens qui pouvaient y avoir accès sont finalement des gens qui sont de toute façon tellement souples qu'ils n'ont pas les problèmes dont on parle là. Et donc au final c'était probablement une coquette perte de temps que d'essayer de l'étirer sur les mouvements classiques que vous connaissez. Il y a 2 outils aujourd'hui qui changent un peu la donne quand même, qui peuvent vous permettre aussi d'aller compléter les protocoles qu'on vient de vous donner. C'est évidemment le TRX, sur lequel on va pouvoir, par des déportations du centre de gravité et des points d'ancrage, aller chercher le grand dorsal comme on ne peut pas aller le chercher en appui au sol. Et le stick mobility. Je ne sais pas si vous me voyez travailler avec ça de temps en temps. J'en ai pas parlé de manière très formelle encore à ce stade, au moment où on enregistre ce podcast, mais c'est un outil hallucinant pour aller chercher notamment le grand dorsal. Je viens d'en commander un ben voilà. hier, donc on va tester ça. On se fera des petites séances ensemble avec grand plaisir. Carrément. Donc oui, c'est super important d'avoir une scapula bien mobile et surtout bien contrôlée. N'oubliez pas que la mobilité, c'est la capacité à aller dans une amplitude la plus complète possible, mais de manière contrôlée. Ce n'est pas juste de la souplesse, il faut pouvoir le retranscrire de manière active. Et c'est là où on devient pertinent dans la pratique sportive, parce que c'est ça qu'on veut au final. On ne veut pas faire des champions de prépa physique, non, on veut faire des sportifs aguerris du mieux que possible. Tu parlais tout à l'heure des rotations externes à la poulie ou à l'élastique. C'est un super exercice pour cibler l'infraépineux, qui est le principal rotateur externe au niveau de l'épaule. Mais comme tu as pu déjà en parler rapidement,
Il faut bien comprendre le rôle de la coiffe des rotateurs avant de vouloir renforcer la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est des muscles qui permettent surtout de stabiliser la tête humérale, car l'épaule, c'est une articulation qui est instable par définition, de par sa conformité. On a une grosse tête humérale sur une toute petite glaine, et du coup, forcément, c'est instable. Donc il faut qu'il y ait des muscles qui la stabilisent tout le temps. Et ces muscles-là, c'est la coiffe des rotateurs. Ils sont un petit peu moteurs pour la coiffe postéro-inférieure, donc un petit peu de rotation externe, un petit peu de rotation interne pour le subscapulaire qui est devant. Mais en réalité, pour bosser bien et correctement une coiffe, il faut travailler en stabilisation. Tu parlais du Turkish Get-Up. C'est un exercice qui active à fond la coiffe des rotateurs parce qu'en plus, on a le point fermé. Du coup, ça vient sursolliciter la coiffe. Et plutôt que de faire des rotations externes comme ça, qui encore une fois peuvent être un exercice intéressant, qui n'est pas forcément retransférable dans la plupart des sports, parce que je ne connais pas trop de sports où on fait ça. Je sais pas si plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Ouais, voilà. Il faudrait plutôt aller chercher des mouvements plus fonctionnels et plutôt adaptés au sport en question. C'est là que l'individualisation de l'entraînement est primordiale. On ne fait pas faire la même chose à tout le monde, on fait faire des choses adaptées au sport en question, encore plus en réathlétisation, parce qu'on veut ramener au plus vite les sportifs sur le terrain, et du coup, on ne va pas leur faire des exercices forcément globaux, tout le monde dans le même panier. Non, on va adapter au mieux nos exercices pour l'exigence du terrain. Turkish Get-Up, kettlebell armbar aussi, donc qui sont des exercices finalement, bien sûr de force, évidemment, mais en réalité, quand on les pratique avec des charges sérieuses, et techniquement, parce qu'on peut se faire très mal avec un mauvais Turkish Get-Up. C'est vraiment un mouvement extrêmement technique, donc je vous engage à le faire uniquement si vous y êtes formé correctement. Il y a le kettlebell armbar aussi, qui est un très très bel exercice aussi qui va permettre carrément de travailler sur l'ensemble de la chaîne des bras, d'ailleurs pas que, sur les chaînes spiralées fonctionnelles aussi, mais sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui va permettre vraiment d'aller chercher un allongement tout en mettant vraiment de la stabilité dans l'épaule, et pour le coup qui va permettre de dégager la scapula de manière presque permanente au cours de l'exercice. On pourrait aussi citer le windmill, kettlebell, qui lui du coup va aller dans une autre orientation du bras, donc c'est aussi intéressant pour d'autres raisons. On pourrait aussi parler des mises en tension sur TRX, et puis enfin l'utilisation du Swiss ball. Oui, aussi, qui, évidemment, par sa nature, va, même lorsqu'on est en appui sur la scapula, sur le ballon, favoriser un petit peu plus de mouvement de la scapula. J'ai un webinaire intéressant sur le Swiss ball que je vous engage à regarder, qui justement inclut tout un tas d'exercices de mobilité de l'épaule, pour certains très peu conventionnels, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous les retrouverez probablement nulle part ailleurs. Et je termine, après je te redonne la parole, excuse-moi, c'était un peu long, mais l'autre élément qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le travail en appui sur le Swiss ball, qui va permettre là aussi d'éveiller la scapula dans une autre dimension, qui sera peut-être même plus rentable que du renforcement, seulement il faut le coacher. Évidemment. Parce qu'il y a trop de gens qui sont simplement en appui de gainage sur le ballon en pensant que par magie, il va se passer quelque chose. Si on ne conscientise pas l'action de l'athlète, il est probable que s'il avait vraiment besoin de régler ses problèmes d'épaule, ça ne règle rien du tout, parce que s'il était conscient de ses problèmes, il les aurait déjà réglés. Évidemment, tu parles de l'appui sur le Swiss ball, on peut faire encore plus simple, même juste un appui au sol. Si on le coach comme tu le coaches toi, et tu es vraiment pour moi la référence en la matière, quand tu expliques aux gens comment positionner leurs mains, comment vraiment activer les fléchisseurs des doigts pour venir irradier toutes les chaînes, déjà, rien qu'en étant en chaîne fermée comme ça, on va fortement activer la coiffe. On ne sait pas trop pourquoi, on n'arrive pas forcément à l'expliquer, il y a plusieurs études qui se collent sur le sujet, mais on ne sait pas trop ce qui se passe exactement. Reste que ça se passe. Mais voilà, ça stabilise beaucoup l'épaule. Moi, c'est quand une épaule est très douloureuse et très limitée fonctionnellement, je commence toujours par des exercices en chaîne cinétique fermée, parce que c'est quasi pas douloureux et on vient restimuler facilement la coiffe et la position de la scapula, donc c'est super intéressant. Et peut-être qu'à ce stade, on règle déjà pas mal de problèmes. Exactement, on vient faire prendre conscience de beaucoup de choses. Tu parlais du travail en chaîne tout à l'heure. Dans l'épaule, c'est très très important de prendre ça en compte. Je donne un petit exemple. Sur les sports de lancer, quand quelqu'un vient armer son bras très loin derrière pour mettre une grosse patate au hand par exemple, forcément, il va avoir besoin d'une amplitude maximale pour générer un maximum de force élastique et pour revenir jeter très fort sa balle. S'il manque de rotation thoracique, forcément, il va mettre plus de contraintes au niveau de l'épaule
pour générer la même puissance de lancer. Donc en fait, il faut voir les choses de manière beaucoup plus globale, aller voir un petit peu plus loin que juste l'épaule. C'est pas validé scientifiquement ce dont je parle là. Il y a une étude qui va sortir bientôt de Borms, je crois, si j'écorche pas son nom, qui parle justement de la prise en compte des chaînes cinétiques sur les douleurs d'épaule et qui conclut que statistiquement, ça ne change pas grand-chose quand on inclut un travail de chaîne cinétique dans les programmes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de généralité. Si j'ai un athlète qui est très très raide, par exemple du côté gauche, et qui est gaucher et qui a besoin de rotation thoracique, forcément, je vais aller lui faire bosser sa rotation thoracique parce que ça va forcément décharger son épaule. Si c'est un autre athlète qui est plus raide du bassin et qui sert au tennis en se mettant très très fort en appui sur sa jambe gauche, je vais peut-être aller lui travailler sa mobilité au niveau du bassin pour décharger son épaule. Donc on ne peut pas faire de généralité, c'est pour ça que cette étude, les conclusions, elles sont un petit peu hâtives, on va dire. Mais aujourd'hui, il faut quand même prendre en compte la globalité de votre athlète pour aller travailler tous les maillons de la chaîne de lancer. Je prends le lancer comme exemple parce que c'est ce qui est le plus parlant, évidemment, pour décharger au mieux l'épaule, car comme j'ai dit au tout début de ce podcast, c'est une articulation qui n'aime pas trop les variations de charge brusques. Surtout la coiffe des rotateurs, elle se fatigue très vite. On le voit quand on fait des rotations, hein, ça crame très très rapidement parce qu'on n'a pas une grosse capacité d'encaissement au niveau de ces tissus. Donc c'est vraiment important de voir tout ça d'une manière beaucoup plus globale et c'est là où l'entraînement fonctionnel, l'entraînement en TRX répond parfaitement à cette problématique. Ouais, c'est un bon take-home message. Rappelez-vous, on n'exclut rien, on fait de l'analytique et du global et de l'analytique. La mobilité et le contrôle moteur avant le renforcement musculaire, okay, c'est la priorité. D'abord, on conscientise, on reprend contrôle des choses avant de développer un potentiel musculaire. C'est l'ordre des choses. Et enfin, le retour du coaching, essentiel, les exercices ne se suffisent pas eux-mêmes. Ce serait trop facile. Donc, il faut impérativement, l'action du coach est primordiale, elle est précieuse, c'est notre valeur ajoutée. Appliquez-la, utilisez-la. Merci Thomas d'être venu partager tout ça avec nous. C'était riche et dense. J'espère que ça va ouvrir plein de fenêtres, que ça va vous donner envie d'explorer tout ça plus avant. Vous savez que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Google ou Apple Podcast. Vous nous regardez sur YouTube ou peut-être en version augmentée sur mon site web. Et puis surtout, des épisodes complémentaires vous attendent sur le e-campus de transfert. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes ABD Podcast. Thomas, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Aurélien. À bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.